Encore une fois, bonsoir. Alors, c'est toujours difficile de passer le dernier parce qu'en plus, il se fait tard. Voilà, je vais dire. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour rendre cette présentation sympathique. On m'a demandé en plus de faire concis et bref, donc c'est ce que je vais tâcher de faire. Alors, le marché, je vais axer ma présentation sur la distribution en France et à la fin s'ouvrir un peu sur l'international, faire une présentation non exhaustive du marché, les intervenants et éventuellement quelques recommandations si vous me le permettez. Alors, une première bonne nouvelle sur le marché ethnico-halal en France, c'est qu'il y a une potentialité de 25 000 clients à conquérir, ce qui est relativement sympa. Le seul bémol, c'est qu'il en reste 25 000 également à convaincre. C'est un marché, comme on va le voir, qui est très atomisé, très peu structuré. Alors, une petite mise au point au préalable. Pourquoi les chiffres du halal ne sont pas fiables? Parce que tout d'abord, il est interdit de tenir des statistiques liées à l'appartenance religieuse. Avant ça, en amont, pour pouvoir définir un marché, il faut pouvoir le circonscrire. Or, le halal tel qu'on l'entend regroupe un peu de tout et n'importe quoi. Plus 75% donc, du chiffre d'affaires est réalisé par des indépendants issus du secteur traditionnel. Les résultats des entreprises ne sont que rarement publiés. Dans les grandes entreprises, la part du CA halal est dissoute dans le mainstream, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de distinction entre ce qui est spécifiquement ethnique halal et le reste. Et ensuite, c'est ce que je vous disais en préambule, il est difficile de définir le marché du halal. Est-ce que c'est la viande, stricto sensu, comme on nous l'a dit tout à l'heure? Est-ce qu'on inclut dedans l'eau, le coca que l'on peut boire ou le Pepsi? Est-ce qu'on inclut la salade? Voilà. Est-ce que c'est le panier? Donc, à mon humble avis, il est pertinent et plus facile à peser ou à définir ce marché en parlant de la consommation des populations musulmanes en France. Et juste pour information, pas de souci. L'essentiel des chiffres qui ont été donnés ou qui sont donnés depuis maintenant quelques années de 3,5, 4, 5 milliards, c'est un peu effectivement la théorie du doigt mouillé, dans la mesure où juste, il n'y a pas si longtemps, il y a 3 semaines de ça, l'INSEE et l'INED ont sorti un premier chiffre presque officiel, on va dire, de la présence musulmane en France, évalué à 2,1 millions de musulmans. Or, jusqu'à présent, tout le monde s'accordait, ou plus ou moins, c'était effectivement les chiffres qui couraient, on statue entre 5,5 et 7 millions, sauf pour l'extrême gauche qui était à 2 millions et l'extrême droite à 8 millions. Voilà, donc comment effectivement, encore une fois, faire des prospectives, comment définir ce marché si déjà à la base, on ne sait pas, on ne connaît pas la taille de cette population, de la population cible. Alors, oui, la suite, s'il te plaît. Alors, un petit historique de l'ethnique au halal, 50 ans d'évolution. Dans les années 60, le temps des comptoirs, ce qu'on peut encore trouver aujourd'hui, boulevard Poissonnière, boulevard de la Chapelle et ailleurs. En 1980, les premières boucheries musulmanes. Avant ça, il faut savoir que nos parents ne consommaient pratiquement pas halal, ou ceux qui avaient cette présence ou cette conscience religieuse égorgée par eux-mêmes, ou certains mangeaient cachère. En 1990, l'apparition des premiers linéaires ethniques en GMS. C'était très discret, mais ça avait le mérite d'exister. En 1990, l'entrée du halal en GMS, donc là je parle de la viande en tant que telle. Et 2009, l'hybride ethnico-halal, on va voir de quoi il s'agit tout de suite après. Alors, on pourrait présenter de manière très succincte la distribution B2B de cette manière. Nous avons d'un côté les importateurs, ce que je qualifierais de relativement historique. Palais Impérial, Charles, la société Omran créée en 65, Soledad Négoce dans les fin des années 80, Haute-Cœur qui a plus de 80 ans d'existence, Feder, Agidra et d'autres. À côté de ça, nous avons les négociants distributeurs, Isla Délice, Isla Mondial, GHT, Oriental Viande et d'autres. On oublie aussi, donc nous avons également des nouveaux concepts qui ont moins de 5 ans en général.
Les cash and carry, donc en spécialisé. On a l'exemple par exemple de Makla Center, un Astin, l'autre au Muro, Biled, AZ Distribution, Oro Halal, qui sont des cash and carry qui ne commercialisent que des produits halal et exclusivement halal. Dans la présentation généralement du marché et de la distribution halal, on oublie que Metro est le premier, même le premier vecteur ou le premier réseau de vente de produits halal en France. En tout cas en B2B. Et promo cash dans la même catégorie. Alors la distribution B2C traditionnelle représente peu ou prou encore 75-80% du marché. La grande distribution, on en parle beaucoup, mais ça reste encore marginal, on va dire. Alors, ce réseau est structuré de la manière suivante, enfin structuré est un grand mot, mais se compose donc de boucheries, d'épiceries, de comptoirs. Ces surfaces font généralement moins de 100 mètres carrés et ne sont pratiquement que des indépendants. Il est rare de trouver un patron d'épicerie ou de boucherie qui en a 3, 4, 5. Généralement, ce ne sont que des indépendants. C'est pour ça qu'effectivement, en préambule, je disais qu'il y avait 25 000 clients potentiels et 25 000 clients à conquérir. Donc, on évalue à peu près à 12 250 le nombre de ces points de vente, qui représentent à peu près 45% des épiciers de France. Et vous l'aurez compris, en tout cas pour les professionnels, l'atomisation de cette distribution pose de grands problèmes en termes de distribution, justement, enfin, en termes d'approche commerciale. On a par ailleurs donc, les primeurs et supermarchés dits halal. On en dénombre à peu près une cinquantaine en France, dont la moitié en Île-de-France. Ce sont des surfaces qui font plus de 600 mètres carrés et qui ne proposent à la vente que des produits dits halal, bien entendu, avec tout ce que fait par ailleurs un primeur, des fruits et des légumes, bien entendu. Les terminaux de cuisson, bon, voilà, c'est anecdotique, mais pas tant que ça, puisqu'en termes notamment de boissons, en termes de produits ethniques, ce sont de très très bons vecteurs parce que très proches des populations cibles. Elles sont dans les quartiers, elles sont effectivement très très proches des consommateurs. Donc ce sont des réseaux à surtout ne pas négliger. Et voilà, et par ailleurs les librairies, les taxiphones, les bazars. Donc voilà, on a devant nous à peu près, on va dire, 18 000 points de vente susceptibles de commercialiser des produits ethnico-halal. Donc très rapidement, la distribution B2C en GMS, il y a un avant et après Casino. Voilà, c'est ce que disait tout à l'heure Fatah. C'est que, je veux dire, jusqu'à là, c'était de l'à peu près. Hein. Il y avait des freins philosophiques, pardon, où on ne savait pas trop, est-ce qu'il fallait prévoir des rayons spécifiques pour le halal bien définis. Voilà, où on disait le halal c'est là-bas, il faut aller là-bas, ou est-ce qu'il fallait les disséminer dans le magasin avec les autres produits. Mais bon, comment les localiser, comment voilà, effectivement, comment faire en sorte que le client puisse les trouver dans la masse des références d'un supermarché, ce n'est pas évident. Donc, en surpassant ces problèmes philosophiques avec moins de 20% de part de marché, la grande distribution a bien entendu un fabuleux réservoir de croissance à exploiter. Oui, pardon. Excuse-moi, juste une chose. Donc, Casino a lancé, donc, il y a de ça 5 ans, si je ne m'abuse, 3 ans, autant pour moi. Donc sa marque MDD en halal, donc qui porte le nom de Wassila. Et au-delà de ça, Casino a été la première à communiquer sur ses catalogues de manière ouverte et transparente sur le halal et non pas sur les 1001 nuits ou sur effectivement d'autres critères de ce genre-là. Et jusqu'à établir une carte de France en mettant les stations auprès desquelles les consommateurs intéressés bien entendu par les produits halal pouvaient trouver sur la route de leurs vacances des produits à consommer. Carrefour qui a sorti en début d'année sa marque MDD et Auchan qui lance un pilote à Roubaix là, fin avril qui se veut être le plus grand référencement de produits ethnico-halal avec plus de 1400 références.
et bien entendu à dupliquer par la suite en fonction des zones de chalandise. Alors, la distribution B2C vers une GMS traditionnelle. Ce sont ces concepts hybrides dont je parlais un peu avant. On a Alshop dont on a relativement beaucoup entendu parler, qui à l'origine voulait cibler les bourgeois, aujourd'hui est en train de rétablir un peu le tir. Donc ce sont encore des concepts qui se cherchent pour la plupart d'entre eux. Fresco marché où tout est halal sans le dire, où on ne met pas de grande estampillation, mais on ne communique pas sur l'aspect halal, mais tout dans le magasin est halal. Voilà, ils veulent s'ouvrir à tout le monde, ils ne veulent pas se fermer à une communauté ou à une catégorie de consommateurs. Pour information, Fresco Marché a ouvert son premier magasin à Clichy. Makla Center, qui à l'origine se voulait être le premier Picard halal, qui aujourd'hui, pareil, a fait évoluer son modèle vers d'autres produits, en fait, hein, même si une grande partie de son offre est en surgelé. Mais il propose également une grande part d'épicerie. ProInter, qui, à ma connaissance en tout cas, est la première chaîne en termes de chiffre d'affaires et en termes de nombre de points de vente halal en supermarché. Ils sont situés dans l'est de la France et ils ont une centrale d'achat et 5 supermarchés supérieurs à 1000 m². Voilà. Alors pourquoi ces points de vente et cette chaîne de distribution, on va dire, spécifique? C'est que le rêve du consommateur musulman, c'est de faire toutes ses courses au même endroit sans passer son temps à lire les étiquettes. C'est une des aspirations, mais non la moindre, qui fait qu'il y a aujourd'hui une explosion véritablement de ce genre de concept. Alors, la spécificité du réseau AVS. Aujourd'hui, AVS, on l'a vu, on a un de ses représentants qui est là. La boucherie AVS, le réseau AVS, je le mets entre guillemets parce que c'est totalement informel, bien entendu, hein, il ne s'agit pas d'un réseau structuré, comprend que 106 boucheries, un peu plus aujourd'hui, je crois, ils en sont à 130, 140. En restauration, une cinquantaine de restaurants qui sont certifiés, une vingtaine de primeurs, et les produits qui sont certifiés par VS sont également présents en GMS. Aujourd'hui, autour de 3 acteurs, Isla Délice, Biled, SCV, Makla, ça fait à peu près 1500 points de vente répartis sur toute la France. Alors avec deux spécificités, c'est que Biled et SCV sont vraiment spécialisés dans la distribution restauration, en CHR. Contrairement à Isla Délice et à Makla qui, eux, sont vraiment dans le retail. Donc, en fait, pourquoi vous parlez du réseau AVS? C'est qu'il y a effectivement dans le halal des réseaux spécifiques. Donc, c'est un marché qui offre de multiples opportunités, qui présente parfois, peuvent bloquer certains entrants, mais de l'autre côté, une bonne compréhension permet aussi d'améliorer, de gagner du temps, d'améliorer ses ventes, bien entendu, et d'aller plus vite et plus loin. Juste le suivant, s'il te plaît. Alors, très rapidement, une étude de cas d'Isla Délice pour étayer ce que je viens de dire et pour illustrer ce que je viens de dire. Les chiffres datent un peu, mais peu importe, parce que c'est la démonstration qui est intéressante ici. C'est comment 2 entreprises concurrentes, Isla Délice et Isla Mondial, partant peu ou prou du même niveau en 2001, à quelque chose près, à quelques dizaines de milliers d'euros près, ont ensuite évolué de manière totalement différente. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment et pourquoi. Donc, notez bien, Isla Délice en 2001, c'est à peu près 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Isla Mondial, 8 millions. En 2005, on se retrouve à 26 millions et demi pour Isla Délice et à 15 millions. Tu peux juste passer sur le suivant. Voilà. Et donc, juste sur une matrice relativement simple où ici nous avons l'évolution du marché, hein, donc la croissance du marché, et ici ce qu'on appelle la RMS, donc la Relative Market Share, c'est-à-dire la part relative
de part de marché de chacun des acteurs ici. Et on va se concentrer sur Isla Mondial. En 4 ans, pardon, Isla Delis a quadruplé son chiffre d'affaires, là où Isla Mondial l'a doublé. Mais on voit surtout qu'Isla Delis, effectivement, se trouve ici en star, donc effectivement avec une part de marché qui est très conséquente, et Isla Mondial qui le suit, en sachant qu'Isla Mondial a commencé ses activités en France en 1982, et Isla Delis au début des années 90. Hein. Voilà. Juste, tu peux passer après. Ouais. Reviens pardon, sur le slide juste d'avant, le précédent, non, encore avant. Voilà, merci. Donc en fait ici, Isla Delis en 2001 faisait 1,16 fois le chiffre d'affaires d'Isla Mondial, et il est passé à 1,70. Alors comment on peut expliquer effectivement ce gap de développement? Parce que les derniers chiffres, oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les chiffres effectivement de 2009, Isla Delis est à 50 millions, là où Isla Mondial est à 17 millions. C'est-à-dire qu'entre 2005 et 2009, l'un fait du surplace et l'autre s'est envolé. Alors il y a, entre autres, bien entendu, il peut y avoir effectivement des raisons, il y a sûrement des raisons au niveau du management, mais il y a deux critères. Le premier, c'est que l'un s'est appuyé sur une certification fiable, AVS, quand l'autre n'en avait pas du tout. La deuxième chose, c'est la distribution intégrée. Isla Delis a intégré sa distribution, a arrêté de passer par des grossistes et a assuré lui-même, jusqu'à aujourd'hui, sa distribution autour de 5 dépôts géographiquement disposés. Roubaix, Paris, Lyon, Marseille, et il y en avait un, je ne sais plus où, je crois qu'ils l'ont fermé. Donc ce sont effectivement les deux raisons principales du succès d'Isla Delis. Voilà. Alors, un autre point qui est intéressant, c'est que Isla Delis était très présent, bien sûr, sur le secteur traditionnel. Sa notoriété s'est faite dans le secteur traditionnel, mais on voit qu'aujourd'hui, son chiffre d'affaires est presque équitablement réparti entre la GMS et le traditionnel. Et là, je vais m'adresser plus spécifiquement aux distributeurs traditionnels qui sont dans la salle. Il y a danger. Quand je dis il y a danger, non pas que ça me pose problème que la GMS gagne des parts de marché, mais c'est surtout qu'effectivement, ici, il y a un signal fort. C'est que s'il n'y a pas réaction, s'il n'y a pas de modernisation des points de vente, si on n'améliore pas le confort d'achat des clients, c'est tout un pan de la distribution qui va migrer. Et inéluctablement, ça va arriver. Donc, oui, je vous l'ai dit, donc, Isla Delis, un chiffre d'affaires en progression de 90% en 4 ans, quand son challenger direct, Isla Mondial, fait du surplace, avec une part d'export qui reste encore marginale pour Isla Delis. Ouais, on termine. Alors, très rapidement, je ne vais pas tout faire, mais les forces de ce marché, en tout cas pour ce qui nous intéresse, ce point-là n'est pas très intéressant en ce qui nous concerne. C'est effectivement donc les opportunités, c'est une croissance soutenue. C'est un marché ouvert et mouvant. Rien n'est fait en fait sur le marché du halal. Il y a vraiment d'une année choses énormes qui se produisent. Des acteurs qui arrivent et d'autres qui disparaissent et pourtant qui étaient présents sur le marché depuis un certain nombre de temps. Une demande donc des consommateurs qui sont avides de consommer et et c'est un point crucial, en recherche de valorisation. L'acte d'achat est un élément de valorisation pour de nombreux consommateurs musulmans. On a pu le voir avec des cas comme Labéry, on le voit avec Night Orient, on le voit avec Moussi. Ce sont des produits, je ne vais pas dire attendus comme le Messie, mais qui ont donné effectivement aux consommateurs musulmans l'impression, alors je ne vais pas exagérer non plus, mais l'impression véritablement d'être reconnus. Il y a vraiment un besoin de reconnaissance à cet endroit-là. Et bien entendu, les autres opportunités, mais on en a parlé tout à l'heure, c'est l'exportation. Le marché français, finalement, c'est un confetti dans le monde du halal. On a cité le chiffre, je crois, de 695 milliards. 695 milliards, c'est Dr Herbert qui s'est basé sur $1
de consommation par jour et par musulman dans le monde. Alors vous imaginez les disparités entre l'Amérique du Nord, l'Europe et le Bangladesh et d'autres pays subsahariens où effectivement on vit avec moins d'un dollar par jour. Donc ça reste que des estimations. Bon, après la méthode apporte peu finalement. Dans les craintes, parce qu'il y en a bien entendu, c'est la montée en puissance de la grande distribution. Alors ça dépend pour qui, bien entendu. Hein, ici, certains peuvent ne pas comprendre que ce soit une crainte. Je m'adresse encore une fois ici aux distributeurs traditionnels. Comme on l'a vu tout à l'heure, ils représentent 80% de la distribution. Il n'est pas illusoire de penser qu'à un horizon 5 ans, il ne soit plus qu'à 60 ou à 50% si effectivement il n'y a pas de réaction. Problème des certifications, bon, tout à l'heure on l'a dit, 30, 35 certifications, manque de lisibilité, opacité du sujet. Lassitude des consommateurs par rapport à ces faits-là, justement, hein, c'est une résultante. Des clients très sensibles au prix, encore et toujours, même si il y a effectivement une émergence d'une classe moyenne, notamment francilienne, notamment effectivement en Île-de-France. La politique. L'affaire Quick en est un élément. Dès qu'il y a des approches électorales, le halal est un sujet de rêve pour beaucoup de politiciens. La législation, parce qu'il y a des lobbies très forts contre l'abattage rituel. Le fait, tout simplement, je vais juste illustrer mon propos, certains militent pour la mention abattage rituel sur la… Pardon ? Ça a été adopté hier. Voilà. Donc, là, ici, il y a un point névralgique parce qu'il risque d'y avoir de grands problèmes en termes d'approvisionnement en matières premières, notamment sur la dinde. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça risque d'être effectivement un grand problème. Voilà. Sur le reste, je vous en fais grâce et je vous remercie de votre attention. Et je vous souhaite une bonne soirée.